New York 2000. Il se dit que c'est un nouveau départ. Pourtant, au fond de lui, Christophe Rocancourt sait que c'est une fuite en avant. Il a fui la Normandie, il a fui Paris et il a fui la Californie. Bientôt, il devra fuir New York, où il vient de poser ses valises en catastrophe pour échapper au FBI. Sur la côte Est, il a peut-être une chance de se refaire. Il a un faux passeport et il a un mode opératoire qui ne fonctionne pas si mal quand il y pense. Se fondre dans la masse, puis s'inventer un personnage. Tout le monde peut habiter à Paris ou à Los Angeles. Seuls les New-Yorkais sont chez eux, à Manhattan. New York est une ville unique. Elle ne ressemble à aucune autre. Pour y vivre, il faut en maîtriser les codes. Cela exige d'épouser le paysage, de trouver la bonne attitude et de faire corps avec les lieux. Atteindre ce niveau de naturel peut prendre des années, et parfois même toute une vie. Bien sûr, il y a des vaniteux et des cupides, comme partout. Mais New York est une cité qui ne se conquiert pas. Il n'y a pas de roi dans cette mégapole. Il n'y a que des gangs et des familles. C'est de cette façon qu'elle s'est construite. Rétrospectivement, c'est ce que les flics apprendront. Rocancourt s'est fait démasquer parce qu'il ne possédait pas les clés de lecture de New York. À LA, Christophe Rocancourt prétendait être le fils du producteur Dino De Laurentiis ou le neveu du styliste de mode Oscar de la Renta. Dans le quartier branché de Tribeca, où il a élu domicile, il devient un héritier de la dynastie Rockefeller. Christopher Rockefeller. Plus c'est gros, mieux ça passe. Et personne ne va vérifier la généalogie du vieux Rockefeller, premier milliardaire de l'ère moderne. Pendant quelque temps, les affaires marchent bien pour Rocancourt. New York est le poumon économique et boursier du pays. S'il vise des arnaques à 7 chiffres, Rocancourt ne néglige pas les escroqueries de petite envergure. Ainsi, il pique quelques milliers de dollars à une masseuse d'une salle de sport qu'il fréquente. Et c'est pour ces quelques milliers de dollars qu'il va se faire repérer dans la station balnéaire la plus chic des États-Unis. Dans la construction de son nouveau personnage, Christophe Rocancourt ne lésine pas sur les détails. Il balance des noms comme s'il récitait le Who's-Who. Son idée, c'est de faire le lien entre le monde des affaires et celui de la jet-set. Le fric, la fête, la vie facile, tout cela est lié, c'est évident. La dérégulation de Reagan a ouvert les vannes de l'argent roi. Il y a des loups désormais à Wall Street. Le monde dans lequel il est en train de jouer des coudes lui ouvre les portes d'un autre monde, beaucoup plus fermé et beaucoup plus discret, celui des Hamptons. Les Hamptons sont une succession de villages et de hameaux situés à la pointe est de Long Island. C'est sur cette étroite bande de terre, bordée par l'Atlantique, que les riches New-Yorkais prennent leur quartier d'été. Si Los Angeles est avant tout une cité d'opportunistes, New York est une ville de bâtisseurs. Les fortunes y sont plus anciennes. Les familles se connaissent. Elles partagent les mêmes valeurs. Elles ont les mêmes goûts. Par expérience,
Elle juge les nouveaux venus avec un mélange d'attention prudente et de méfiance patiente. C'est dans le village de East Hampton que le faux Christopher Rockefeller rencontre le peintre et sculpteur espagnol Ginés Serran Pagan lors d'un vernissage. Le lieu est agréable. L'atmosphère est détendue et les convives sont charmants et éduqués. On est entre gens de bonne compagnie. Christophe Rocancourt Rockefeller se montre souriant et charmeur, à son aise dans cet univers qu'il tente d'apprivoiser peu à peu. En retour, l'artiste se révèle attentif et intéressé par le récit que son visiteur fait de sa vie d'homme d'affaires. La conversation est fluide autour de Nietzsche et de Sartre. Au milieu des œuvres exposées, il devise un verre de vin à la main. L'art et le savoir-vivre se rejoignent. Dans ce cadre feutré et raffiné, Rocancourt profite d'un instant un peu hors du temps pour proposer d'investir dans le travail du peintre. Charmé par son convive, Serran Pagan propose, lui, qu'il se revoie. Une date est fixée pour un dîner. New York, 29 juillet 2000. Ginés Serran Pagan est un esprit fin et perspicace. Il ne lui a pas échappé que Christopher Rockefeller était incapable, malgré toute son éducation, de faire la différence entre une abominable piquette de Californie et un cru classé de Bordeaux. Pris de doute, le peintre a alors une idée concernant le personnage qui propose d'investir des centaines de milliers de dollars dans son travail. Histoire de s'amuser, le peintre convie plusieurs de ses amis au fameux dîner. Il demande à chacun de jouer un rôle. L'une des convives se fait passer pour la fille du PDG de Sony. D'autres sont des héritières d'armateurs grecs ou des marchands d'art. Ce soir-là, Rocancourt en fait des caisses. Plus c'est gros, et mieux ça passe. Vraiment. Il parle des Clinton comme s'il les connaissait personnellement. Il parle de son yacht et de son hélicoptère à Saint-Tropez. Les invités le regardent et l'écoutent enchaîner les exagérations et les mensonges sans le contredire. Plus il parle, et plus il s'enfonce. À la fin du repas, tout le monde est convaincu. Christopher Rockefeller est un énorme mytho. Pourtant, la soirée se termine gentiment. Personne ne prévient la police. East Hampton, 2 août 2000. Cette innocente supercherie aurait pu sonner comme un signal d'alerte pour Christophe Rocancourt. Pourtant, le Français ne se méfie pas. Il continue de faire comme si de rien n'était. Les impayés assurent son train de vie. Dans la station balnéaire, c'est une ardoise de 17 000 $ qu'il n'a pas réglée auprès de 2 hôtels luxueux. Arrêté en pleine rue, Rocancourt est conduit dans les locaux du shérif. Empreinte, photo anthropométrique, il a le droit à la complète. Le Français abandonne son identité de Christopher Rockefeller pour reprendre celle qui figure sur son faux passeport. Les adjoints du shérif font un peu de zèle, mais Rocancourt prend les choses avec calme. Il se dit que 17 000 $, ce n'est pas grand-chose. Une petite escroquerie qui ne mérite pas qu'on fouette un chat. Sa caution étant fixée à 45 000 $, il en déduit qu'il va s'en tirer sans encombre. Il appelle une de ses connaissances pour rassembler la somme et le sortir de ce mauvais pas. Malgré tout, un détail le chiffonne. Le shérif a transmis ses empreintes au FBI, histoire de vérifier qu'il n'y a pas un truc foireux. Il attend le retour du bureau fédéral. Les fédéraux ne se pressent pas pour répondre à la demande d'identification. Comme d'habitude, ils traitent les adjoints comme de braves bouseux, tout juste bons à faire respecter les limitations de vitesse.
L'escroc qu'ils ont arrêté est toujours au frais dans la cellule principale du département. Mais au bout d'un moment, le gars commence à se montrer impatient. Il veut savoir si on a posté sa caution de 45 000 $. Comme personne ne lui répond, il insiste encore, et encore, et encore. Le shérif est alors pris d'un doute. Il relance le bureau, pas de réponse. La vérification prend du temps. Finalement, au bout de quelques heures, le téléphone sonne. Le shérif se précipite sur le combiné. Il écoute un instant sans rien dire, puis il raccroche. Il se dirige vers la cellule et déverrouille la serrure. Vous pouvez sortir. La caution a été enregistrée. Mais vous avez interdiction de quitter la ville pendant 2 semaines. Rocancourt se lève du banc sur lequel il était assis. Il récupère vite fait ses effets personnels et son faux passeport. Il signe la décharge et sans se retourner, il sort sur le parking du sheriff department. Quand les fédéraux appellent un peu plus tard, Rocancourt roule au volant de sa voiture, un large sourire aux lèvres. Cela lui fait du bien d'avoir rendu aux flics la monnaie de leurs pièces. Il se sent rempli de fierté. Le français, c'est également une chose essentielle. Quand vous avez le FBI et les US Marshals au train, le mieux est de ne pas s'arrêter. Restez en mouvement pour ne pas se faire repérer, surtout si votre tronche tourne en boucle sur les écrans de télévision. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Tous les flics le savent. Une cavale, cela exige de l'argent. Beaucoup d'argent. Pour se cacher, pour vivre et pour acheter le silence de ceux que vous croisez. Il n'est pas possible de monter des arnaques quand on regarde par-dessus son épaule. Bien sûr, les fédéraux sont furieux, mais ils restent confiants. Le fric fera sortir le loup du bois. Rocancourt est un escroc. Ce n'est pas un violent. Il ne va pas braquer une épicerie pour une poignée de $. Ils doivent se montrer patients. Ils finiront par le cueillir. Rocancourt commence par se planquer à LA. Il connaît la ville. C'est juste que ça coûte des blindes. Alors, il prend la décision de se réfugier au Mexique, en Basse-Californie. La vie est moins chère et les flics moins teigneux. Mais le Mexique n'est pas le bon endroit pour retrouver le train de vie qu'il a perdu. Au bout de 6 mois, il met à nouveau les voiles direction le Canada. Rocancourt et sa femme ont des nouveaux passeports. Lui a désormais les cheveux blonds et s'appelle Michael Vanhoven. Il est un ancien pilote de Formule 1 qui entend donner un second départ à sa carrière. D'abord installé à Vancouver, il rejoint rapidement la station de ski ultra chic de Whistler. C'est là qu'il rencontre un homme d'affaires canadien, Robert Baldock, auquel il fait miroiter un retour sur investissement de 5 millions de $. En échange, Rocancourt se fait héberger aux frais de son associé dans une résidence de luxe. Pour trouver des pigeons, les escrocs traînent dans les bars. Et parfois, dans les bars, ils rencontrent d'autres escrocs qui sont là pour la même raison qu'eux. Tous les flics savent ça. La fille qui plonge son regard dans celui de Rocancourt est une professionnelle. Belle, élancée, drôle, à la fois réservée et audacieuse. Sa robe noire ajustée ne demande qu'à être dégrafée.
Il est encore tôt le lendemain quand la jeune femme appelle les flics pour signaler qu'elle a été victime d'un viol. Elle veut déposer une plainte pour agression sexuelle. Interrogée par les flics, Rocancourt se défend. La jeune femme était consentante la veille au soir. Il le jure. Il n'y a pas eu d'agression. Tout cela est une machination pour le faire chanter et lui extorquer de l'argent. Vérification faite, ce qu'affirme Rocancourt Van Hoven est exact. Sa conquête d'un soir n'en est pas à son coup d'essai. Elle a plusieurs affaires à son actif. Les flics s'excusent pour cette affreuse méprise et libèrent leurs suspects. Malgré tout, cette histoire de chantage sexuel titille leur instinct de policier. Par acquis de conscience, ils transmettent une note d'information aux fédéraux américains. Après tout, Van Hoven est entré sur le territoire canadien en passant par les États-Unis. La réponse du FBI est claire. Michael Van Hoven est un fugitif français, du nom de Christophe Rocancourt, en cavale depuis près de 3 ans. Entre-temps, l'homme d'affaires canadien Robert Baldock a déposé plainte. Il sait que les ardoises laissées dans toute la station de Whistler sont pour sa pomme. « 26 avril 2001. Retrouver Rocancourt est un jeu d'enfant. Il se fait serrer dans le quartier résidentiel d'Oak Bay, à Victoria, un soir qu'il revenait d'une promenade en voiture. Incarcéré à Vancouver, Christophe Rocancourt est jugé par la justice canadienne. Ce qui est presque une chance pour lui car, s'il avait été envoyé aux États-Unis, il aurait probablement pris beaucoup plus cher. Le tribunal se montre clément, 3 ans et 8 mois. Les escroqueries se sont déroulées sans violence. Rocancourt passe 1 an et demi dans un centre de détention au Canada avant d'être extradé vers les États-Unis. À nouveau jugé, le Frenchie prend 4 ans de plus pour les délits commis sur le sol américain. Le juge se montre cette fois beaucoup moins conciliant. Rocancourt est envoyé au pénitencier de Lewisburg, en Pennsylvanie, l'une des tôles les plus brutales du pays. Pendant 1 an, il vit en quartier de haute sécurité, avant d'être transféré dans une prison fédérale, au régime moins sévère. Nouveau paradoxe dans son parcours. Alors que Rocancourt vit les années les plus difficiles de son existence, il va accéder à l'un de ses désirs, voir son nom devenir célèbre. En quelques mois, il devient une vedette en France où jusqu'alors il était relativement peu connu.